notre dernière ligne droite de l'émission, un plateau consacré au patrimoine. Et comme je vous l'ai dit au début, on est à quelques jours du mois du patrimoine qui se tiendra du 18 avril au 18 mai. Et quoi de mieux que de célébrer ce mois par une grande fierté culturelle de la wilaya d'Oran, à savoir la revue Tourat. Et c'est avec Madame Lamia Faradheb pour en parler. Madame Faradheb, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous, madame. Alors, on le rappelle à nos chers téléspectateurs, vous êtes attachée de recherche au niveau de la revue Tourat, revue éditée par le CRASC. Oui. Alors déjà, avant de nous attarder sur la revue, on va présenter le CRASC parce que plusieurs croient que c'est uniquement un centre de recherche. Oui. Alors que c'est bien plus que ça. Bien sûr. Alors le CRASC, c'est un centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Au sein du CRASC, on trouve des unités de recherche et des divisions de recherche. Voilà. Donc, la division dont je fais partie, c'est la division imaginaire et processus sociaux. D'accord. Il y a la division histoire et mémoire, il y a la division ville et territoire et une division qui est consacrée à l'éducation. Voilà. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas qu'un centre de recherche, parce qu'il y a beaucoup de publications au CRASC. Oui. La revue Insaniyet, voilà, est la preuve, en plus des ouvrages collectifs. Oui. Même des travaux. Des travaux, voilà, des chercheurs qui sont affiliés au CRASC aussi. Oui. D'ailleurs, juste, j'en profite pour le citer parce que c'est quand même un ouvrage qui m'a énormément plu. Oui. C'est tout le travail, c'est le dictionnaire qu'avait réalisé M. Amin Dellay. Le dictionnaire du Melhoun. Oui, du Melhoun, quand même un ouvrage dantesque. Oui. Et c'est un ouvrage qui a été édité chez CRASC. Édité au CRASC. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Oui. Moi, déjà, au début, quand j'ai été recrutée au CRASC, j'étais avec monsieur Ahmed Amin Dellay dans le projet sur la langue du Melhoun. Oui. Et lui, il préparait déjà ce dictionnaire bibliographique en 4 tomes. Vraiment, c'est un travail de longue haleine, un travail. Ça reste quand même un ouvrage de référence. Tout à fait. C'est le Melhoun dans le Maghreb. Oui. Ça ne concerne pas que l'Algérie, mais c'est le Maghreb en général. Ça reste et c'est pas d'ailleurs son premier ouvrage sur le sujet, parce qu'il y en a un autre que j'ai pu retrouver, un autre que j'ai dans ma collection personnelle. C'est les chants bédouins de l'Oranie. Un magnifique ouvrage où on voit un magnifique recueil de plusieurs poésies de l'Ouest, par contre. Là, c'est spécialisé. Oui. Ouais. Il a publié aussi sur Ben Genoun aussi. Oui, tout à fait. Donc son travail consistait à faire la collecte des textes, à l'établissement des textes, parce qu'on sait que ce patrimoine oral, voilà, risque la déformation dans les textes. Donc lui, il faisait ce travail d'établir les textes, des fois des travaux de traduction aussi, de l'arabe vers le français. Vraiment, il fait un travail dantesque. On dit respect, vraiment respect pour tout ce qu'il fait. Maintenant, il est sur la langue. Moi, j'étais avec lui dans le projet pour faire le dictionnaire de la langue du Melhoun. Voilà, pour vraiment préserver cette langue. Parce qu'il y a un glissement sémantique. Voilà, les mots n'ont plus la même signification qu'avaient avant. Vous m'avez rappelé un échange que j'avais reçu, que j'avais eu avec M. Rabahsba, parce que lui, il a aussi beaucoup travaillé sur la question, et il m'a dit justement, c'est notre devoir de maintenir cette langue, parce que au fur et à mesure, elle est en train de disparaître. Et comme vous avez dit, un glissement sémantique. Un glissement sémantique. Donc il y a de l'espagnol, du turc, du français. Du berbère, de l'italien aussi. Alors, Madame Faradheb, maintenant pour revenir à la revue Tourat, avant de présenter le dernier numéro, présentez-nous un peu, parlez-nous un peu justement de l'histoire de cette revue. Alors la revue Tourat, maintenant c'est la deuxième revue scientifique semestrielle du CRASC. Donc après la revue Insaniyet, le directeur a décidé que Tourat était avant des cahiers. C'était les cahiers Tourat. Voilà, j'ai un exemple. Depuis la création de l'unité, avant que ça soit le CRASC, c'était une unité de recherche. Et on publiait ça, les cahiers Tourat. C'était pour valoriser les résultats des travaux de recherche. Donc il y avait des projets. C'était aussi des travaux scientifiques ou bien sûr, c'était des travaux de terrain, par exemple, la collecte de corpus. Il y avait des notes bibliographiques, des références, des manuscrits carrément, des traductions aussi. Voilà, il y a un numéro ici
sur la bibliographie sur le patrimoine culturel Algérie, Maghreb et généralité. On retrouve toutes les références sous la direction de Haj Meliani. Voilà, sous la direction de Haj Meliani qui a vraiment, vraiment œuvré pour que ces cahiers deviennent revus. Il avait tout préparé. C'est vrai, j'ai eu le plaisir de le connaître et il m'a dit mon rêve c'est que ça devienne une revue. Voilà, c'est vraiment un hommage qu'on lui fait aujourd'hui par la sortie de cette revue qui est vraiment une fierté pour nous, pour le CRASC, pour l'unité. Donc c'est un projet qui a été initié par Haj Meliani lui-même? Par Monsieur Haj Meliani, Monsieur Ahmed Amin Delay. D'accord. Oui, toute l'équipe de la division imaginaire. Au début, c'était les travaux qui se faisaient au sein de la division imaginaire et processus sociaux dont j'en fais partie. Et c'était pour publier justement les résultats des travaux de recherche, les travaux de terrain, les corpus. Mais maintenant que Tourat est devenue deuxième revue scientifique, elle n'est pas encore classée, donc on attend le 5e numéro pour le classement de la revue. Elle n'est pas limitée à la division, c'est-à-dire on peut publier les travaux des autres divisions qui sont en relation, bien sûr, avec le patrimoine, tout ce qui concerne le patrimoine. Justement, la question que je voulais vous poser, c'est quels sont les critères de sélection des contributions? J'imagine maintenant que c'est une revue, j'imagine que c'est beaucoup plus strict en termes de recherche. Bien sûr. Donc, quels sont les critères? Parce que ça reste quand même une revue scientifique. Donc, les critères de sélection, c'est les critères de sélection d'un article scientifique qui doit obéir quand même aux normes académiques. Qui doit obéir aux normes académiques et à cette rigueur scientifique. Tout à fait. Là, pour assurer quand même une qualité et la qualité et la forme de cette production scientifique. Absolument. Voilà. Et une autre question qui me vient à l'esprit là, c'est est-ce que la revue est-elle indexée dans des bases de données internationales, par exemple? On est en train d'œuvrer pour. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est en cours. C'est en cours. On attend le classement. Voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe que de ça. Voilà, je n'oublie pas de citer toute l'équipe qui est derrière tout ça. L'équipe, l'équipe de soutien à la recherche. Voilà, les informaticiens, les secrétaires, ceux qui œuvrent pour la mise en forme, et les informaticiens qui font qui font injecter sur les sites. Et qui œuvrent pour la classification. Après la classification de la revue, on espère que l'indexation, et la mise à niveau. Y a-t-il des exigences de ces bases de données internationales? Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait des contributions à l'international quand même. Qu'on ait des contributions, des articles de professeurs qui ont déjà écrit dans des revues. Voilà, pour que ça soit indexé. D'accord. En fait, j'ai eu l'occasion de parcourir les 4 revues, parce que on va en parler. Ce qui m'a le plus plu, c'est la diversité culturelle et beaucoup plus la diversité linguistique. Aussi. Donc justement, quelle place accordez-vous à la diversité linguistique? Parce qu'on retrouve de l'arabe, du français, même de l'anglais dernièrement. De l'anglais aussi. Et même du tamazight. Aussi. Donc, alors pour cette diversité culturelle, on sait en général l'Algérie vraiment, on connaît sa diversité culturelle, la diversité aussi de ses représentations, ses formes de représentation culturelle aussi. Donc, on peut aborder la langue à 2 niveaux, c'est-à-dire comme outil de recherche et comme objet de recherche. Tout à fait. Voilà. Donc, dans la revue, on accepte les articles dans les 3 langues, arabe, anglais et français. Il y a même des articles. Non, dans les articles, on retrouve des textes, parce qu'il s'agit de patrimoine, des textes en dialectal. Des fois, c'est en amazigh. Donc, c'est une revue. Dans le template, on accepte les caractères spéciaux, les sons comme le guef, comme... Même le tifina, par exemple? Les caractères tifina? On n'a pas encore fait l'expérience. S'il y a une traduction à côté. Donc, pour numériser, c'est un peu. C'est surtout ça. C'est un peu compliqué. Et comme objet de recherche aussi, parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel aussi, cette diversité linguistique. Justement, en parlant de diversité, comment la revue prend-elle en charge les transformations sociales contemporaines par rapport au patrimoine? Transformation sociale. En ce moment, la revue, elle prend en charge les thématiques du patrimoine. On reste dans le sens où le patrimoine c'est l'héritage.
Tout à fait. L'héritage que nous laisse, déjà l'étymologie du mot patrimoine, c'est l'héritage du père. C'est ce que mon père m'a laissé, que moi je dois transmettre à mes enfants. C'est ça. Donc, et vu l'ère de la mondialisation, l'ère de la mondialisation, maintenant, on peut aborder ça dans l'approche, comment approcher ces sujets. Voilà, l'approche, la méthodologie, maintenant en utilisant les nouvelles technologies pour les enregistrements, pour l'analyse, pour faire les statistiques, pour faire. Est-ce que vous vous adaptez par rapport à ça? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Quel est le profil de votre lectorat? C'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce que vous visez le secteur académique, ou voir le grand public, ou uniquement le milieu de la recherche? Alors, la revue Tawrat, elle vise à un premier niveau la communauté scientifique, parce que ça reste quand même des textes, des articles scientifiques. Tout à fait, oui. Avec tout le jargon scientifique et tout. Elle vise aussi les étudiants, les doctorants, les étudiants, tous ceux qui font de la recherche, parce que la revue reste quand même un lieu de référence. On trouve les références, si on fait une recherche. On a l'article sur la chanson populaire, on va trouver beaucoup de références sur la chanson populaire. Donc ça reste quand même un élément de référence. Et on peut dire que aussi est destiné au grand public, aussi intéressé, parce que le public retrouve des textes, retrouve des manuscrits, retrouve une certaine analyse, voilà. Voilà, ça sert quand même à rendre accessible cette recherche scientifique. Donc est-ce qu'il y a une volonté de vulgariser en quelque sorte le contenu pour le rendre plus accessible au grand public? Vulgariser. Ou quand même, où il y a quand même une rigueur académique et scientifique. La rigueur académique, elle est là. Mais la vulgarisation, elle est dans le sens de rendre accessible, pas simplifier. Mais c'est surtout rendre accessible au grand public. Très bien. Alors maintenant, Madame Fardab, j'aimerais parler un peu des revues en elles-mêmes. Alors là, vous êtes au quatrième numéro. Le quatrième, il est sorti. Et qui est sorti en format numérique. Et 3 en format physique, c'est ça? Oui. Donc, bon, déjà, la question que je me suis posée, c'est où est le format physique du quatrième numéro? Est-ce qu'il y a un défi actuellement en termes de papier, par exemple? En termes de papier, voilà, ça fait quand même un bout de temps qu'on nous exige de travailler avec 0 papier. Voilà, de suivre la numérisation, mais quand même, le directeur de publication, qui est monsieur le directeur, monsieur Amal Manin, il a tenu à ce qu'il y ait un quota en format papier. Parce que le format numérique, là, quand on passe par la plateforme des revues, il n'y a que les articles qui sortent, qui sont téléchargeables. Mais dans la revue format papier, on trouve des annexes. On trouve des notes, on trouve des annexes, on trouve des corpus qu'on ne trouve pas sur le site des revues. Mais il y a aussi le site officiel du CRASC. Les informaticiens font un travail colossal. Ils injectent toute la revue en intégralité, donc ceux qui peuvent télécharger. Mais on reste quand même, le directeur, il tient à ce qu'il y ait quand même un petit quota en format papier. Il a raison, je trouve. Moi, je suis plus de la génération papier. Voilà. Alors, Madame Fardab, une question aussi que je voulais vous poser, c'est par rapport à chaque revue. Est-ce qu'il y a une thématique centrale autour de chaque revue qui va plus ou moins englober l'ensemble des autres articles et contributions? La thématique centrale, elle est représentée dans l'intitulé de la revue. C'est Tawrat, tout ce qui concerne le patrimoine, que ce soit matériel, immatériel, chaque revue va se concentrer sur un patrimoine particulier. Maintenant, la ligne directrice, elle est claire, c'est le patrimoine. Et à chaque fois, donc, bon, le premier numéro, c'était un numéro variable concernait le patrimoine maghrébin en général. Le deuxième numéro, c'était un numéro thématique. Concernant revisiter l'article de Jules Rouanet, c'était déjà un numéro auquel M. Haj Miliani avait beaucoup travaillé avec Jonathan Glasser, l'université de New York et des États-Unis. M. Delay aussi. M. Delay aussi. Donc, ce deuxième numéro, c'était un numéro thématique. Après, on a fait un troisième numéro Varia. Non, le troisième numéro, c'était sur la convention de 2003, la protection du patrimoine, coordonnée par Wiza Galez et M. Hej Barded Mohamed. Et le quatrième est aussi un numéro Varia. Et on lance un cinquième, qui sera un numéro thématique coordonné par M. Lakhdar Barka, Sidi Mohamed, sur Mohamed Dib, la littérature de Mohamed Dib.
Très Donc bien. voilà, Ah bah, à chaque fois, c'est à la demande. Des fois, on a des propositions Oui. qui, ces propositions imposent une thématique bien précise. Absolument. Et Oui. voilà. Et des fois, on a des propositions comme ça diversifiées qui exigent un numéro variable. C'est parfait, c'est parfait. Le numéro. Merci beaucoup, Madame Lamia Fardab, d'avoir été avec nous. Une date de sortie du prochain numéro? Juin, normalement. Ah, juin. Juin pour le 5e. Le 5e. Juin 2025, pardon. Déjà, on pourra le retrouver au niveau du site. Oui, bien sûr. Directement. On pourra montrer aussi les photos de couverture. Je tenais vraiment à remercier les peintures. Les peintures faites par monsieur le peintre Toufiq Ali Chaouch, qui nous a fait don de ces peintures au CRASC. Magnifique. Et qui collabore avec nous depuis le début de la revue, que je remercie à mon nom, en mon nom et au nom du CRASC. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Madame Lamia Fardab, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très bientôt aussi pour d'autres beaux sujets par rapport au CRASC et par rapport à la revue Tourat. Inch'Allah. Merci à vous. Plaisir était pour moi. Tout plaisir est pour nous, Madame. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve on se retrouve la semaine prochaine, d'ailleurs, au Bonjour d'Algérie, toujours mercredi, même heure, de 8h à 9h30. Un grand merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe à la régie pour avoir assuré le bon suivi de cette émission. Passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.